Monsieur Pichubanda. Bonjour. Pour mes téléspectateurs, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Je m'appelle Marzia Mboui, j'ai 26 ans, je suis étudiant ici en Belgique à l'Université catholique de Louvain où je fais un master, je suis en master 2 en sciences de population et du développement. Est-ce que tu as vécu dans ton pays? Ton pays d'origine, c'est quoi? Est-ce que tu y as vécu? Je suis née au Congo, RDC, en ville Miba, au Kasaï. Et non, je n'ai pas vécu au Congo. J'ai quitté le Congo à l'âge de 5 ans avec ma famille. Et j'ai grandi en Afrique du Sud, en fait, à Johannesburg. Qu'est-ce qui a eu comme influence dans ta formation? C'est plus le Congo ou est-ce que c'est l'Afrique du Sud ou c'est les deux? Bah, je dirais que c'est les deux, mais surtout au Congo, surtout notre tradition culturelle Luba, Kassaïenne. Mes parents ont toujours gardé nos valeurs traditionnelles congolaises, kassaïennes. Je vais dire que j'ai aussi eu l'influence sud-africaine à cause de la société, du milieu dans laquel j'ai vécu. Aussi l'éducation sud-africaine et système anglophone a influencé la façon dont on m'a élevée. Mais sinon, il y a l'équilibre entre les deux. Est-ce que tu peux me citer 2 ou 3 valeurs du Congo que tes parents t'ont inculquées, que tu as gardées? Pour nous, c'était surtout l'honneur, l'éducation et toujours tenir compte d'où tu viens, ta culture, et le respect pour ceux qui sont âgés et de sorte, oui. La place que tu occupes dans la fratrie. Ouais. Tu es le cadet ou tu es l'aîné? Non, je suis l'aîné. Qu'est-ce que tes parents t'ont appris à propos de cela? D'être responsable et être un bon exemple pour ceux qui viennent après moi. J'ai un frère et 3 sœurs qui viennent après moi. Nous sommes à 5. Alors, papa m'a toujours donné l'exemple de la main où à chaque fois qu'il m'a donné le conseil, il me disait dans les mains quel est le doigt qui est le plus beau. Le plus beau. Je disais, celles qui sont là, normalement, elle dit, oui, tu vois, personne ne dira celle-là. Mais ça, c'est pas le plus important, mais quand même, c'est essentiel. Sans ces doigts, la main ne peut pas vraiment, est presque inutile, quoi. Alors, et c'est le premier. Alors, tous ces doigts suivent ces doigts-là. Alors, pour tenir, pour que la main fonctionne, nous avons vraiment besoin de ce doigt. Alors, il faut se voir, il faut toujours tenir compte que toi, tu as ce doigt-là. Après, être leader demande aussi la responsabilité et parfois se rabaisser. Parce que dans le monde, c'est facile, quand nous regardons peut-être l'âge, le statut, l'hierarchie qui existe dans tous les milieux, c'est facile de s'imposer ou maltraiter ceux qu'on considère moins âgés ou qui n'ont pas assez. Genre, chez nous, on m'a appris que non, c'est eux que nous devons valoriser et soutenir. Si jamais tu vas au Congo, tu demandes aux élèves leurs rêves, qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu vas avoir un bon nombre qui peuvent te dire, tiens, j'aimerais bien aller en Afrique du Sud. C'est ça, qu'est-ce que tu peux leur répondre? C'est une bonne chose d'avoir un esprit ouvert et de vouloir avoir une nouvelle expérience. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité. Mais alors pour ceux qui ont cette opportunité, qui méritent poursuivre certaines ambitions en dehors de leur propre pays, je dis pourquoi pas, mais après il faut toujours tenir compte d'où tu viens, d'emporter les valeurs d'où tu viens et aussi être assez ouvert d'esprit et de conscience, de vouloir aussi apprendre la culture. Être ouvert d'esprit, c'est une chose. Ouais. Mais de quoi devront-ils se méfier si jamais ils doivent venir en Afrique du Sud? Ah oui. Je veux dire, en Afrique du Sud, il y a vraiment l'esprit de discrimination. Après, on peut dire que ça se trouve partout. Mais
Parce qu'il y a tellement... C'est facile de dire, d'apprécier le multiculturalisme qui existe là, mais après, il y a aussi certains défauts. C'est-à-dire la mentalité quand nous sommes dans certains milieux, alors ignorer d'où nous venons et nos propres cultures pour essayer un peu de s'intégrer avec d'autres cultures. Genre, ce qui est bon pour certaines personnes ne veut dire pas que ça ira pour toi. Alors là, il faut aussi avoir un caractère fort. En Afrique du Sud, il y a 3 sortes de discrimination. Je veux dire, premièrement, le racisme, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement blanc contre le noir, mais en fait, blanc contre le noir et tout le monde qui n'est pas noir contre le noir. Alors, le racisme anti-noir. Et après, il y a l'afrophobie, c'est-à-dire, et pas forcément la xénophobie. L'afrophobie, surtout dans les contextes sud-africains, c'est-à-dire tout le monde, et ça inclut les noirs sud-africains la plupart, qui n'aiment pas les étrangers, mais qui sont noirs. Parce que là-bas, il y a les étrangers qui viennent de partout, qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Asie. Mais il y a surtout la discrimination contre les étrangers qui sont noirs, qui viennent de l'Afrique. Mais puisque tu dis afrophobie, phobie c'est la peur. C'est la peur et c'est la haine. Mais ils ont peur de quoi? Qu'est-ce que vous avez comme attitude là-bas qui puisse susciter la peur? Ce n'est pas vraiment la peur, mais la haine. Et je peux décrire ça comme, c'est un complexe d'infériorité. Tu vois, il y a eu le système d'apartheid qui a appris aux Noirs que être noir, c'est-à-dire que tu es inférieur. Oui. Les Noirs qui viennent là-bas cherchent à s'en sortir, sont en train de fuir les guerres dans leur propre pays. Genre, ce sont les mêmes pays-là qui ont aidé l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Oui. Les pays africains les avaient soutenus, mais pourquoi la haine contre eux? C'est cette complexe d'infériorité. En fait, comme les Noirs qui viennent là, d'autres pays, s'en sortent, ils ont des commerces, ils ont étudié. Ils entreprennent. Mais oui, encore, en fait, c'est dans les entreprises privées, ce sont des Noirs étrangers qui engagent les Noirs sud-africains beaucoup plus que les Blancs. Et puis les Blancs eux-mêmes peuvent dire aux Noirs, vous voulez la fin de l'apartheid? Très bien. Vous voulez qu'on engage des Noirs? Très bien. Mais on ne vous engage pas vous, on engage les Noirs qui viennent d'ailleurs parce qu'ils ont un niveau de formation. Oui, et c'est ça, j'ai aussi cette expérience. Ils vont engager les Blancs qui sont là, des Asiates, ils vont engager les Noirs étrangers avant les Noirs sud-africains. Et en fait, c'est sur base de ça aussi que les Noirs sud-africains disent « Oh, ces étrangers viennent voler notre travail. » Tu rêves de quoi pour plus tard? En fait, ce que j'aimerais faire, c'est de créer un ONG un jour pour construire des écoles aux Républiques démocratiques du Congo, surtout pour de jeunes filles, et pour vouloir aussi encourager l'esprit d'éducation et de filles en RDC, parce que je pense que si on favorise l'éducation de filles et de femmes au Congo, chose qui sera très avantageux pour la société congolaise. En premier, leur avenir, avoir une formation. Voilà, donc la formation, oui. Ensuite. La formation, oui, c'est important parce que si vous avez une bonne formation et une bonne conscience, quand vous serez, avec l'âge, quand vous serez responsable, soit disons maman, chef d'entreprise, patron et tout, vous allez partager des idées, de valeurs avec ceux qui viennent après vous. Donc là, c'est la formation. La formation. Au numéro 2 je vais dire... le travail. Mais oui, mais après, c'est lié à ça aussi. Hein. Oui, mais nous sommes en train d'énumérer. Oui, ok, la formation,
l'éducation, le travail, l'esprit de communauté. Ne pas être en concurrence avec vos sœurs, mais après s'encadrer, se soutenir. Oui, donc l'entente entre femmes déjà. Entre femmes et aussi dans le point même commercial. Par exemple, avoir, si vous savez, peut-être une dame, une africaine qui a le business dans une entreprise, la soutenir et avoir cet esprit commercial, mais dans la communauté. Et si les filles te disent, moi l'important c'est de me marier, qu'est-ce que tu lui réponds? Je veux dire que tout dépend de l'autre. Si tu m'aimeras bien, le mariage est une bonne chose, c'est une bénédiction. Ça, j'encourage. Mais après, se marier pour l'amour et aussi pas pour n'importe quoi, mais aussi connaître ta valeur et être avec un homme ou quelqu'un qui t'apprécie et qui renforce cette valeur en toi. Qu'est-ce que tu entends, toi, par émancipation de la femme? Émancipation de la femme. Pour moi, émancipation de la femme, c'est de permettre aux femmes d'être libres en plusieurs choses et aussi avoir des opportunités. Je veux dire, comme des hommes dans la société, comme ça, si que les choses ne marchent pas, elle ne dit pas c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion, la société ne m'a pas donné la même occasion laquelle on donne aux hommes. Mais après, avec l'émancipation, il y a aussi des opportunités, il y a aussi des responsabilités. Alors, avoir plusieurs choix, de faire ce que tu veux avec ta vie, mais quand même d'une manière bénéficielle pour toi et comme la communauté, la société. Oui. Alors, pour moi, c'est-à-dire les opportunités égales. Ouais. Et dans la vie du couple, comment tu vois le mariage? C'est quoi le mariage pour toi? Est-ce que c'est important? Je pense que le mariage est important, oui. C'est important. Après, il y a des gens qui se marient pas pour de bonnes raisons et comme il y a ceux qui se marient pas aussi pour de mauvaises raisons. Alors, tout dépend. Mais je pense que c'est important. Mais avant d'abord d'être en couple avec quelqu'un, de se mettre en couple avec quelqu'un, il faut être responsable et tenir compte que ton partenaire doit aussi être responsable, avoir une vision qui unie et pareille, je dirais. Il faut se marier pour de bonnes raisons. Il faut qu'il y ait une... comme on dit, désolé, je vais le dire en anglais parce que je suis anglophone, la compatibility, c'est-à-dire avoir de valeurs qui sont de même valeur, avoir de l'amour, avoir une conscience et savoir que normalement quand vous êtes en couple et vous êtes marié, vous allez mettre au monde, avoir de petits enfants et les enfants apprennent. Hein. Est-ce qu'un homme est-ce qu'un homme peut taper sa femme? Non. Si ça t'arrive, comment tu réagirais? D'abord, si tu es violent et tu as la facilité de mettre la main sur une autre personne, c'est un manque de contrôle et de discipline en soi, toi-même. Et alors, tu n'es pas fait pour être en couple avec quelqu'un. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas essayer de le faire du mal. Et même quand tu le fais du mal, c'est malgré toi, c'est par erreur. Parce que si tu dois lever ta main et mettre ça sur n'importe qui, et surtout ta femme, ça ce n'est pas l'amour, c'est vouloir contrôler. Et quand tu aimes, tu n'as pas raison de contrôler. Alors, if you have to attack someone that you claim to love and strike them, be physically aggressive, it's usually due to a lack of control of self and trying to impose control on another human being, another human body, out of fear, out of insecurity that you have. And it's a lack of self-control, a lack of self-discipline,
And it's very weak because a man who loves his wife would never even think or imagine striking her. You don't harm those you love, and if you do, it's usually by mistake or despite yourself. However, to raise your hand and harm someone you claim to love, and especially a woman, then you've thought of it, and if you've done it, if you're going to do it once, you'll most likely do it again. So no, I don't encourage domestic violence in any way. Je n'encourage pas qu'un homme puisse mettre ses mains sur une femme, la main sur une femme. Ça n'a pas de sens. En Europe, nous entendons parfois des expressions qui surprennent. On dit qu'un homme a violé sa femme. Ouais. Est-ce qu'un homme peut violer sa femme? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que un homme peut avoir besoin de faire des choses avec sa femme, mais elle n'a pas besoin. Et c'est son corps. Après, oui, quand vous êtes mariés, on dit que oui, ton corps en tant que femme appartient à l'homme et son corps aussi appartient à la femme. Mais tu vois, la femme et l'homme, nous avons... Nos corps sont différents à la force que l'homme a. Normalement, la femme n'a pas. Un homme peut s'imposer sur une femme d'une manière que la femme ne peut pas sur l'homme. Alors là, il n'y a pas d'égalité. Vouloir coucher avec quelqu'un, ça doit être quelque chose de mutuel parce que ça vient de l'amour, si ça vient de tous les deux côtés. Mais après, si une personne ne veut pas le faire et l'autre le force, ça se viole. Ce n'est pas mutuel parce que là, tu ne prends pas, ce n'est même pas faire de l'amour parce que tu ne prends pas l'amour, tu t'imposes sur... Parce qu'elle ne te donne pas l'amour à ce moment-là. Elle dit non, mais toi, en tant qu'homme, tu t'imposes sur elle par force. Ça, c'est de l'abus. Alors, il y a des limites quand même. Mais oui, et aussi des contacts sexuels entre partenaires, ça doit être quelque chose mutuel. Et oui, c'est comme t'imposer sur les corps d'un autre être humain, ce n'est pas normal. Parce que si tu aimes ta femme, tu ne vas pas t'imposer sur elle si elle a besoin au moment où toi aussi tu en as. Bien sûr, pourquoi pas, ça c'est entre vous. Mais après, si elle dit non, c'est non. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu pourrais te poser toi-même? Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Oui. Je suis heureux quand si je peux aider un autre être humain. Est-ce que je peux exprimer ça en anglais, s'il te plaît? Essaie d'abord en français et puis tu iras en anglais. Être en service d'autres êtres humains, c'est-à-dire faire quelqu'un d'autre sourire parce qu'on ne sait jamais comment c'est que se passe dans leur vie, comment ils ont passé leur journée, leur matin. Alors, et ça donne aussi l'espoir parce qu'il y a des moments où parfois je suis triste et tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, peut-être il partage une blague, un commentaire sur quelque chose et ça peut changer, ça change ta journée, quoi. Alors, il y a ça. Mais après, même avec les études que je fais, c'est parce que j'ai toujours compris de bas âge que je suis plus heureux. J'aime bien faire pour les autres, pour savoir que j'ai utilisé un peu de mon temps pour vouloir aider à améliorer l'expérience ou la vie d'un autre être humain, soit une petite ou une manière ou l'autre. Après, parfois on s'est dit que ok, c'est ce que je fais ou ce que je peux faire, c'est quand même une petite chose, mais on ne sait jamais pour ceux qui recevoir. Tu sais que tu peux faire pour eux, contribuer dans leur vie, pour eux peut-être c'est assez grand. Alors c'est un peu ça. Imagine on sonne à ma porte. Oui. Et toi tu vas ouvrir et qui entre, c'est le président du Congo. Vous l'installez au salon, vous êtes avec lui. Avant que moi je ne vienne, vous avez 3 minutes ensemble. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu comptes faire pour les filles et les femmes de l'Est du Congo qui ont été violées par des militaires? Et qu'est-ce que tu comptes faire pour que ces crimes ne se reproduisent plus jamais?
Mm.